3, 1, 2, 3, c'est fort là. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bien, bonsoir à tous, ceux qui sont là ce soir. Aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Mon général, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous présenter, avant qu'il ne soit trop tard, un livre que vous avez écrit aux éditions Michel Lafon. Pardonnez-moi. Un livre où vous dressez votre analyse de la situation dans les quartiers de banlieue, dits populaires, où vous avez fait plusieurs expériences que vous racontez avec des réussites, des échecs. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter tout cela. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureux d'être là ce soir pour essayer de vous faire partager mes convictions et vous dire que la France n'est pas encore fichue, contrairement à ce que d'aucuns disent ici et là. Donc le titre peut-être de l'intervention que je fais ce soir devant vous, c'est finalement, ça serait bientôt la guerre civile, avec un point d'interrogation. J'ai eu la chance de rester 36 années dans les armées, Saint-Cyrien, j'étais armée général de division, avec 9 opérations extérieures, 9 ans à la Légion étrangère. Et puis, à l'issue de ces 36 années, j'ai travaillé 10 ans en entreprise. Et au cours de ces 10 années en entreprise, j'étais également dans les banlieues, d'où, je crois, une certaine expérience, une vision des choses concernant, non pas les banlieues, je dirais, mais les quartiers. Et aujourd'hui, vous savez très bien que ces quartiers sèment, et j'allais dire dans la violence, dans les trafics, dans les échanges de tirs d'armes le soir à la chandelle, un peu dans toutes les villes de France. Et je dois dire que c'est quelque chose que nous devons prendre en compte et sur lesquels il faut évidemment poser un regard à la fois critique et un regard attentif pour les années qui viennent. Alors si vous voulez, mon propos va être divisé en 4 parties. La prise de conscience, une certaine prise de conscience à un certain moment, l'application sur le terrain, et puis, arrivé à un certain moment, un changement de posture nécessaire. Aujourd'hui, nous avons un changement de posture nécessaire, et si vous suivez les informations régulières, eh bien, vous voyez que on est quasiment en sécession dans un certain nombre de quartiers. Aujourd'hui, que ce soit à Marseille, à Paris, dans le 93, etc. Et puis, dernier paragraphe, va-t-on vers une guerre civile ? Alors la prise de conscience, c'est venu en 2005. J'ai eu la chance de finir ma carrière en étant adjoint du gouverneur militaire de Paris. Et à ce titre, je devais prendre les fonctions. Les fonctions étaient celles, j'allais dire, un peu pot de fleurs. Bon, ça ne me convenait pas très bien. C'était les défilés du 14 juillet, le 11 novembre, les prises d'armes, les anciens combattants. Voilà, alors, le 14 juillet était quelque chose de bien quand même. Mais ça ne me suffisait pas parce que je trouvais que la matière que j'avais connue pendant 33 ans, il me semblait qu'à la période 2005 où l'armée devenait une armée professionnelle, il était important de conserver, j'allais dire, cet esprit défense auprès de la population. Et j'ai travaillé surtout sur le volet défense-société. Et dans ce volet de défense-société, j'avais dans mon escarcelle des réservistes opérationnels, c'est-à-dire des gens que vous côtoyez régulièrement, qui sont dans les rues, qui sont sur Sentinelle, etc. Donc ça, c'était une chose. Et puis, il y avait les réservistes citoyens qui m'intéressaient beaucoup, parce que les réservistes citoyens, c'était des gens comme vous qui n'ont pas forcément le temps de donner du temps justement à la défense avec le port d'armes, mais qui sont là pour, compte tenu de leur passé, de leur situation du moment, peuvent apporter beaucoup à la défense. Et donc ces gens-là, j'en côtoyais 150 à peu près en Île-de-France. Et puis parmi eux, il y avait également des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, c'est-à-dire des formateurs de banlieue, des quartiers, comme on dirait, pour lesquels la République est importante, la Marseillaise, le drapeau, et qui étaient dans les cages d'escalier, essayaient de récupérer des jeunes pour éviter qu'ils se dispersent dans les différents trafics. Alors, quand j'ai vu tout ça, si vous voulez, je me suis dit, c'est un peu curieux, je ne comprends pas que dans ce pays qui est magnifique, c'est un pays que nous vivons dans un pays de cocagne, nous avons une armée professionnelle avec des légionnaires. Depuis 1831, nous en faisons les meilleurs soldats du monde.
tout le monde nous envie notre façon de faire. Et comment se fait-il que nous soyons capables de récupérer 150 nationalités, d'en faire les meilleurs soldats du monde, et que dans nos quartiers, avec 20 nationalités, nous ne soyons pas fichus d'en faire les meilleurs citoyens du monde. Voilà. Donc nous sommes partis de là. Je suis parti de là. Je dis comment pourrais-je faire, apporter ma pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on puisse réussir ce défi. Et comme je vous le disais, j'avais un réserviste citoyen qui me disait, moi, mon général, je suis chef d'entreprise. Je suis dans les quartiers dans le 93 et j'arrive pas à recruter, donc tant et si bien que je vais être obligé d'arrêter mon entreprise parce que je n'arrive pas à recruter des jeunes. Et puis à côté de ça, j'avais les réservistes réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, donc ces formateurs qui me disaient, moi, mon général, je fais faire du sport, je les sors, etc. Mais je n'arrive pas à faire entrer mes jeunes dans la vie professionnelle. J'ai dit, écoutez, les camarades, on va se réunir autour d'une table, nous étions 3, et en une demi-heure, on avait trouvé le système, et on s'est dit, tiens, c'est le fil rouge de notre dispositif, ça doit être le permis de conduire. Le permis de conduire est essentiel pour tout le monde aujourd'hui. Il était encore essentiel il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. Et je me suis dit, le permis de conduire, ça permet, de remettre les gens autour d'une table et à l'école. Il faudra apprendre le français, il faut comprendre le sens des mots, il faut aller vite. Voilà, donc c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on a le permis de conduire, on peut rejoindre une entreprise le jour comme la nuit. On n'a pas besoin des moyens de locomotion, il n'y a pas besoin des bus qui ne sont jamais là d'ailleurs ou qui sont en grève. Et donc c'est très important. Et on a démarré là-dessus. Et ça s'est appelé donc 105 permis pour 2005. Et nous avions 105 jeunes que nous avions récupérés en Île-de-France. Et véritablement, nous avons créé ce cursus, ce début de cursus, qui consistait finalement à arriver à l'emploi, en finale d'un cursus qui durait à l'époque 4 mois, et à l'emploi avec des gens qui avaient l'envie d'abord, et puis surtout qui avaient acquis le savoir-être, et j'allais dire, pour ceux les plus chanceux, qui avaient réussi à passer le code et la conduite. Donc c'est une certaine réussite. Alors cette réussite, on a atteint un objectif, et ça a été pour nous, ça a été pour moi, les prémices de quelque chose de plus important. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que je puisse convaincre tout le monde qu'il était important de se mettre au travail pour faire en sorte que les jeunes dont je viens de parler puissent entrer dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie avec l'emploi, la vie sociale, la vie française. Et donc nous avons en quelque sorte discuté, nous avons travaillé pour faire en sorte que les choses aillent bien. Et à une question qui m'a été posée tout à l'heure pour savoir si on avait réfléchi à étendre notre dispositif, bien évidemment. À l'époque, j'avais fait vers le ministre de la Défense, j'avais fait tout un papier, un dossier complet en disant on peut ouvrir le dispositif non pas à 100, mais à 1000, 2000, 3000 sur toute la France, et à la condition de remplir un certain nombre de points particuliers de manière à ce qu'on réussisse. Et la preuve, c'est qu'on avait réussi, parce que sur 105 jeunes, à l'époque, on en a récupéré plus de la moitié, les 2 tiers, qui sont entrés dans l'entreprise. Alors, l'objectif a été atteint, mais je veux dire par là, il est évident que ce n'est pas le général de Richouf qui faisait tout, bien évidemment. Hors de question que je fasse le permis de conduire, je fasse courir, je fasse, etc., etc. Donc l'idée, c'était pas de créer une structure dédiée, mais c'était de s'appuyer sur les gens qui font. Donc en France, vous avez la spécialité française, c'est on a des gens qui font. Et quand un pouvoir politique arrive derrière, il dit tout ce qu'ont fait mes prédécesseurs, c'est de la connerie, donc on recrée une structure. Et puis le troisième fait ça. Donc il y a des tas de structures qui sont lanternes, qui s'ennuient, etc. Moi je dis non. Où on va créer, on va pas créer, on va faire avec vous. Donc j'ai pris une auto-école, j'ai pris des réservistes, j'ai pris des sportifs, j'ai pris des entreprises, etc. Et tout ce petit monde qui marchait dans des silos, chacun chez soi, j'ai essayé de trouver le biais pour que tous ces gens-là se regroupent et puissent apporter, j'allais dire, une espèce de coalition dédiée aux jeunes, pour que les jeunes puissent véritablement trouver chaussures à leurs pieds et intégrer un dispositif qui leur permette d'acquérir à la fois la citoyenneté et puis surtout l'emploi. Alors, donc on arrive là, si vous voulez, après la prise de conscience, c'était l'application sur le terrain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'époque, je quittais le service actif, et là, il y a un certain nombre d'un chef d'entreprise qui est venu me voir, un grand PDG, et qui m'a dit, moi, en général, je vous prends chez moi parce que je recherche de la main-d'œuvre, et ce que vous faites là me semble tout à fait opportun, et puis répond tout à fait à notre souci de responsabilité sociale de l'entreprise, et à notre souci surtout de recruter, parce qu'on a besoin de recruter dans nos différentes filiales.
Et donc je me suis retrouvé dans un grand groupe d'énergie énergétique, et j'ai appliqué sur le terrain. On a appliqué sur le terrain ce qu'on appelle le permis sport-emploi, qui n'est pas un comment dirais-je, qui est un cursus, qui n'est pas un cursus. Donc voilà. Donc vous avez une image au tableau là. Donc on est bien sur l'emploi, qui est la finalité du dispositif, parce que pour arriver à l'emploi, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ces premières conditions, c'est faire du sport. On ne fait pas du sport devant la télévision en mangeant des cacahuètes et en buvant du coca, mais on fait du sport en transpirant. Et puis surtout, on fait, j'allais dire, il faut avoir le permis de conduire, très important. Donc on se remet à l'école. Voilà. Donc je vous mets 2-3 transparents pour que vous compreniez. Donc le principe, c'est un principe relativement simple, c'est de dire qui est volontaire pour avoir un cursus de 6 mois, voilà les conditions. Donc là, on a un certain nombre de jeunes qui se présentent. On en avait des promotions de 100 à 150 chaque fois. Et puis les entreprises, je leur dis, moi, mesdames, messieurs, DRH, moi je vous amène des jeunes de banlieue, des jeunes des quartiers. Vous ne les regarderez pas au départ parce que vous allez prendre peur. Ils ont une casquette de travers, un os dans le nez, des boucles d'oreilles et des machins. Mais vous allez voir, en 3-4 mois, vous allez voir des gens qui sont fiables, qui sont intéressés, qui ont envie et qui veulent réussir. Donc, dans 3 mois, vous verrez, ils verront le changement. Et donc, j'ai dit, madame, messieurs, moi, je ne vous demande rien, je ne vous demande pas d'argent, mais je vous demande que de vous positionner. Et la seule condition, c'est moi, je vous dis que les jeunes qui arrivent chez vous, ils auront le savoir-être. Voilà. Et à partir de là, vous ferez les stages qui vont bien et vous verrez qu'ils resteront dans l'entreprise. Alors, c'est une fusée à 3 étages. Donc, je vous en parle parce que vous allez voir que ça marche pas mal, finalement. Donc, l'étage du bas, ce sont les tuyères. Les tuyères, c'est ce qui fait pousser la poussée de la fusée. Et la fusée, il y a trois éléments importants. Ce sont les jeunes qu'on recrute. On recrute à partir des missions locales, à partir des différentes personnes qui drainent ces jeunes-là, qui les voient. Et donc, nous, on les réceptionne et puis on leur fait passer un audit individuel. Et après, on récupère ce qu'il faut récupérer pour les entreprises. La deuxième chose, c'est les entreprises. Les entreprises nous donnent les fiches de poste, leurs desiderata. Et puis, au milieu, entre les deux, le rouage, c'est l'entreprise d'insertion avec laquelle je travaille ou que je mets en place de manière à ce qu'il véritablement y ait ce contact permanent entre les deux mondes. Au milieu, le deuxième étage, c'est tout ce qui est la machinerie. Donc, vous avez une entreprise d'insertion, vous avez une auto-école, vous avez des sportifs, vous avez quoi encore? Et les armées. Il y a une période militaire d'une semaine. Et tout ce petit monde donne ses desiderata, mais à un moment donné, il n'y en a qu'un seul qui commande, c'est l'entreprise d'insertion, qui dira ça se passera comme ça, quoi. Et au-dessus, c'est le carburant. Le carburant, très compliqué. Le carburant, c'est l'argent. L'argent n'arriverait jamais. Et donc, voilà. Donc, très compliqué. Je faisais le tournée des popotes pour essayer d'avoir de l'argent de l'État, de la région, des départements, des communes, des entreprises, etc., etc. Sachant que tout le monde est dans son silo et que personne, ce que fait l'autre à côté, ça ne les intéresse pas. Voilà, donc je reviens. Voilà, donc la périodicité, donc 3 mois l'année A-1, 3-4 mois de boulot pour faire tout, mettre tout en musique. La partie rouge, c'est la partie formation, et la partie à droite, la partie verte, c'est la partie entrée dans l'entreprise. Avec des temps forts. Le temps fort, c'est une période sportive d'une semaine où je sortais les gens des quartiers. Ils étaient pensionnaires, oui, on les mettait à l'extérieur de Paris, pour la région parisienne, où là, on faisait du sport. Donc sport individuel, et sport collectif et sport individuel. Sport individuel, généralement, c'était le combat, la boxe, etc. Et puis, filles et garçons. Hein. Et puis, la partie militaire, c'était une semaine, là aussi, avec les commandos marines, essentiellement à Lorient, où là, ils apprenaient la vie en collective, la vie à collectivité. Donc, et je peux vous dire qu'en démarrant à l'année, au mois 0 et en arrivant au mois 6, on avait une montée en puissance du moral et de la dynamique incroyable. Voilà, donc on travaille sur le savoir-être. Donc le savoir-être, vous savez ce que c'est, je ne vais pas venir ici. Il y a l'essentiel, c'est être à l'heure. Donc mon maître mot, c'est être à l'heure, c'est déjà être en retard, quoi. Donc ils savent. Donc là, on les tue en permanence. Donc il faut qu'ils soient là avant l'heure pour travailler. Et puis on travaille sur tous les éléments que vous avez devant vous, la laïcité, etc., etc. Voilà. Donc le but, c'est se connaître soi, c'est connaître l'entreprise, c'est connaître les autres et se reconnaître dans la société. Hein. C'est l'objectif qu'on se fixe. Voilà. Donc le bilan était très favorable. À la fin, on avait plus de 90% de taux de réussite.
à l'emploi. Et personne, tout le monde était là, quoi. Je n'avais pas de désertion en cours de route, de gens fatigués, etc. Non, tout ça marchait très bien. Et c'était vraiment c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Les entreprises, voilà. Avoir envie, être responsable. Voilà. Donc on était vraiment sur quelque chose qui marchait pas mal. Et je voulais vous le montrer parce que c'était vraiment une coordination sur le terrain de gens concernés, quoi. Bon, cette affaire-là, on l'a arrêtée il y a 2 ans pour diverses raisons. D'abord, l'entreprise d'insertion avec laquelle je travaillais depuis maintenant 10 ans, plus de 10 ans en Ile-de-France, le patron avec qui j'avais d'excellentes relations est décédé brusquement. Donc l'entreprise, comme il n'avait pas prévu sa succession, l'entreprise a bu le bouillon, ou du moins été un peu fragilisée. Et puis il y avait le Covid, donc tout ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, j'ai recommencé, parce qu'on est venu me chercher, donc j'ai recommencé dans le Gard, à Nîmes, mais sur une petite population de 20 jeunes qu'on a recrutés. On est en train de travailler sur les entreprises et on démarre l'action là dans 15 jours. Mais 20 jeunes, ça se fera tranquillement, quoi. On est dans les quartiers difficiles et on essaiera, mais je n'ai aucun souci, ça se passera très bien. Alors, vous avez compris que la réussite était totale, hein, pour nous, mais néanmoins, il y avait un semi-échec. Un semi-échec, pourquoi ? Parce qu'on pouvait faire beaucoup mieux, beaucoup plus. J'ai le souvenir de la région Île-de-France qui m'a toujours soutenu, qui disait, moi, en général, si vous pouvez en faire 1000 ou 1500, on est preneur, quoi. On a l'argent, on pourrait y aller. Mais moi, 1000 ou 1500, je changeais de braquet. Il fallait que je m'adosse. C'est compliqué, 1500, il faut trouver des centres de formation. L'entreprise d'insertion n'est pas capable de faire 1500. Les armées ne sont pas capables de récupérer 1500 jeunes, même à 2-3 mois, pour les former, etc., etc. Et puis, l'autre point, c'est que la politique de la ville, telle qu'on la conçoit en France, c'est une politique de la ville dispersée. C'est-à-dire que il y a à peu près 6 ministères, au moins 6 ministères qui s'occupent de la ville. Il y a les associations, il y a les régions, il y a les départements. Bref, on n'y comprend rien, on n'y comprend pas grand-chose. Et de toute façon, la dispersion des moyens fait que on n'est pas efficace. Voilà. Il n'y a aucune unité d'action, et vous savez très bien que pour un militaire, il faut qu'il y ait une unité de temps, une unité d'action. Voilà, et ça se marche pas mal. Les financements sont éparpillés, c'est-à-dire que les financements arrivent à intervalles irréguliers, tant et si bien que pour l'entreprise d'insertion qui doit faire le boulot, si elle ne peut pas recruter ses propres formateurs parce que l'argent n'est pas là, bien évidemment, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc, les financements sont éparpillés et puis fléchés. C'est-à-dire que si, j'ai vécu ça, si une municipalité dite de droite vient vous chercher pour faire le boulot, il suffit que la région, le département soit de gauche et on vous interdit d'avoir l'argent, quoi. Donc, on se couille d'argent. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté. Pourtant, je pense que on est au-delà de la, comment dirais-je, c'est au-delà des partis, quoi. C'est quand même une question de fond. Alors, il y avait quand même une demande très forte, de la part des entreprises et puis de la part des jeunes de quartier, quoi. Ils disaient, en général, tu nous dis quelque chose, c'est la première fois que quelque chose, tu le dis, tu le fais, c'est la première fois qu'on voit ça, quoi. D'habitude, on nous dit quelque chose et puis ça se perd dans les méandres de l'administration. Et avec toi, c'est bien parce qu'on sait où on va et on y va, quoi, et on te suit, quoi. Donc, je m'étais dit, voilà. Et j'arrive à la changement de posture, c'est-à-dire que ça fonctionnait bien, mais pas très bien quand même, comme vous l'avez compris, pas suffisamment pour un truc. Et puis, en 2019, j'ai senti que la situation générale avait totalement changé. Nous arrivons sur quelque chose, un mur important de négation, de violence, de changement de paradigme, en fait. Alors, la première chose, c'est que les flux migratoires n'ont toujours pas été maîtrisés. Donc il va de soi que dans nos quartiers, si je m'occupe des jeunes de quartier, des jeunes de 17 à 25 ans pour les amener au boulot, c'est-à-dire finalement ceux dont personne ne veut, mais qui néanmoins veulent s'en sortir, si en permanence je vide le tonneau par le haut et que par le bas arrivent des flux migratoires, c'est un peu compliqué. Il faut pas oublier que dans les quartiers, les jeunes dont je m'occupe sont français, quoi. Donc même s'ils tirent la Kalachnikov le soir, ils sont quand même français, quoi. Donc voilà. Bon. Ensuite, la politique d'assimilation telle qu'on l'imaginait est un échec.
Alors je vais vous lire quand même, c'est dans mon prochain bouquin, ça sort dans mon prochain livre, demain j'espère, et je vais vous lire un peu la réaction des jeunes de quartier qui avaient 13-14 ans, ça s'est fait il y a 3 ans, devant caméra, donc on a le truc, on a dit, c'est surtout essentiellement les garçons. L'école ça ne m'intéresse pas, l'école c'est pourri, fuck les études, l'école c'est de la merde, je ne me sens pas intégré, il faut être blanc pour réussir, je ne me sens pas français, je pense rien de la France, je m'en fous. Je ne suis pas français. Je m'en bats les couilles de savoir si je suis français ou pas. La police, pour moi, c'est des gros bâtards. La police, je les baise. Des gros bâtards, je les niquerai tous. Ils sont pas réglo. Les keufs, ça sert à rien. Toujours à nous casser les couilles, j'ai choisi la rue. La banlieue, c'est pas la France, c'est pas notre pays. Donc, quand vous lisez ça, quand vous voyez ça, quand vous vivez ça, moi je le vivais un peu à l'extérieur, mais j'avais quand même j'ai des correspondants quand même qui sont dans un certain nombre de quartiers. Vous pouvez vous dire, ben, attendez, on est quand même, c'est compliqué quand même. Hein. Quand vous entendez ça, vous dites la France, où on est. Et puis la deuxième chose, c'est la sécession de quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 1500 quartiers qui ne sont plus français. 1500. Donc, avec la haine et la violence. Et puis un autre pouvoir qui s'installe. Donc, la sécession des quartiers, pour moi, c'est la scission de la France. C'est-à-dire, est-ce que l'on est actuellement avec une nation complète, qui chante la Marseillaise avec son drapeau bleu, blanc, rouge, ou va vers une nation qui est une France, qui sera une France peau de léopard, dans laquelle les quartiers, 1500 quartiers aujourd'hui, mais peut-être 2000 demain, auront fait sécession. Est-ce qu'on tolère ça? Est-ce que c'est notre devenir? Voilà, c'est la question que l'on doit se poser. Alors, on s'aperçoit, bien évidemment, on s'aperçoit, mais je veux dire que c'est plus qu'on s'aperçoit, on le vit, c'est un recul constant et visible de l'État dans ses missions régaliennes. Ça, c'est à voir. Alors, l'éducation nationale a mis les pouces, c'est-à-dire lire, écrire, compter, se comporter. Voilà, c'est passé de mode, j'allais dire. Or, cette jeunesse, la jeunesse dont je m'occupe, il y a des jeunes qui sont sortis du système éducatif à 14 ou 15 ans, qui vendent du shit à droite à gauche parce que ça rapporte plus, mais pour passer le permis de conduire, ils ne savent pas parler, quoi. Ils ne comprennent pas les mots. Alors on peut se poser la question, que l'éducation nationale, on n'est pas capable de voir les gens qui sont... Bref. L'insécurité. L'insécurité redouble, avec les délits de droit commun, les trafics, le drogue, le terrorisme, les zones de non-droit, les règlements de compte, les phénomènes des bandes. Règlements de compte discrets ou pas discrets. Règlement de compte à la Kalachnikov maintenant, c'est bien porté. Ça peut être au 357 Magnum le soir. Voilà. Le dégagisme des forces de sécurité. La police, la gendarmerie, les pompiers. Ils ne sont plus en odeur de sainteté. La police ne tient pas le terrain. Les pompiers sont caillassés. Les ambulances ne passent plus. Les médecins ne vont plus sur place. Voilà. La vie sociale tend à disparaître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la violence partout, les Français qui vivent dans ces quartiers-là, eh bien, deviennent des parias. C'est-à-dire que vous avez 10% de la population en France aujourd'hui qui ne vit pas comme vous et moi. C'est-à-dire que sortir le soir, c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas de blanche pour rentrer chez eux, et puis après, ils claquent murés jusqu'au lendemain matin, 9h, où les dealers, on laisse la place. Mais c'est quand même important. Alors, il y a aussi, quid des décideurs? Les décideurs, c'est-à-dire finalement, on dit voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qui se passe. Et puis on se rend compte, et vous vous en rendez aussi bien compte que moi, que les décideurs, ils promettent des choses, mais on ne tient pas. Donc rappelez-vous, les jeunes disent, toi tu dis quelque chose et tu le fais. Et qu'à partir du moment où on fait les choses, on annonce et on fait les choses, c'est le silence dans les rangs, ça suit. Donc à partir du moment où vous promettez des choses et que vous ne tenez pas parole, ça façaille partout. Alors, c'est ce public, hein, je répète, c'est ce public qui est touché en priorité. Et dans ce public qui est touché en priorité, ce sont les parents, les amis, la famille, etc. Donc vous avez des gens qui sont complètement, j'allais dire, pris en otage. La deuxième chose dont j'ai vécu et dont je vous parle, et vous le savez très bien, dans ce changement de posture, c'est la prémisse de guerre civile. C'est-à-dire qu'on a exécuté 2 personnes, le lieutenant-colonel Beltrame pour une raison plutôt terroriste, et puis Samuel Paty de l'autre côté, décapitation, qui était une révolte ou une haine pour la France, et donc on s'en prend à quelqu'un on s'en prend à l'éducation, quoi. Alors là, il y a eu la lettre des généraux, grâce à Place d'Armes, c'est l'alerte. J'ai été signataire de cette lettre, bien évidemment.
Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, évidemment, il faut tout de suite signer. Alors ça fait un tohu-bohu, ça a été un tohu-bohu, ça a été un tohu-bohu dans les médias, mais ça nous a fait connaître. Et puis tout le monde nous a écoutés. D'ailleurs, on est dans la presse, on disait mais ils ont raison, voilà, ils ont raison. Tout le monde nous a écoutés, sauf les politiques. Enfin, les politiques nous ont entendus, donc après ça fait un peu de bruit. Alors j'en suis venu, si vous voulez, à partir de là, j'ai dit il me faut convaincre les Français. Et dans ces Français, il faut que essayer de convaincre les politiques, même si je sais que c'est compliqué. Il faut que j'écrive. Donc j'ai écrit un manifeste, c'est mon 4e livre, avant qu'il ne soit trop tard, qui est là, en disant voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà mon constat, moi Richoux, voilà mon constat, et voilà ce qu'il faudrait faire. Échec total. J'ai envoyé ça au moment des élections présidentielles, donc en janvier 2022, c'est sorti. Pam, patatras, il y avait aussi le Covid, il y a eu l'Ukraine, etc. Bon, j'ai envoyé ça, j'ai été voir quelques hommes politiques qui voyaient ça d'un air, oh là là, les armées, machin, j'aime pas trop. Bon, bref, voilà, échec total. Et donc, je me suis relancé donc, dans un deuxième show qui était un document banlieue projet 2022 où je voulais montrer aux politiques ce que je voulais faire, etc. Voilà. Alors, j'aborde la 4e partie, la dernière partie, qui va-t-on vers la guerre civile. J'ai réécrit un autre ouvrage, là j'ai écrit un autre bouquin, à 4 mains. J'ai écrit avec quelqu'un des banlieues dont je vous parlerai tout à l'heure, en disant il a la vision de la banlieue en interne, moi j'ai la vision extérieure de la France, la République, la nation, l'histoire, etc. Et il a une approche, j'allais dire, intellectuelle et puis efficace sur le terrain, puisque, ayant connu la drogue, tout ce que vous imaginez, il a basculé de l'autre côté et il essayait de drainer avec lui des jeunes, il les a emmenés partout, sur les champs, sur les plages de débarquement, il a fait le tour de France pour aller leur montrer, etc., les cathédrales, etc. Donc un type assez extraordinaire. Et je lui ai dit, bon, écoute Kevin, ce qu'il faudrait, c'est qu'on écrive, enfin on nous a dit, il y a un éditeur qui est venu nous voir, qui nous a dit, puis l'éditeur, après il est parti, on l'a plus vu. Est-ce que vous pourriez faire un texte à quatre mains, c'est ce qu'on a fait. Et autant avant qu'il ne soit trop tard, et dire voilà ce qu'il faudrait faire. Maintenant, le prochain ouvrage, c'est voilà comment il faut faire. C'est-à-dire qu'on descend véritablement dans le détail, point par point, ce qu'il faudrait faire. On a fait un ouvrage je pense assez intéressant. Voilà. Et on n'a pas évidemment pas la même posture, en fait. Alors, je dirais qu'en l'état actuel des événements qui se passent devant nous et le legs de l'histoire de 40 ans d'inaction, il y a 2 postures pour moi qui se font jour. 2 postures. D'abord le laisser-faire. On continue comme avant. Donc on laisse faire, on poursuit le délitement à nos frais, parce que c'est vous qui payez. Quand tout est cassé autour de vous, c'est vos impôts qui payent. Et c'est une partition qui se dessine, de façon durable. C'est la fin de la France millénaire. Voilà, c'est la fin de la France millénaire, il ne faut pas se leurrer, c'est la fin de la France millénaire. La deuxième posture, qui pourrait être un ras-le-bol brusquement d'un homme d'État, c'est de dire j'en ai ras-le-bol, on met les armées dans les banlieues et on va voir ce qu'on va voir. Donc ça veut dire que c'est une réaction armée violente, tardive et incertaine. Incertaine parce que c'est la guerre civile. Une guerre civile qui ne pourrait être que circonscrite à certains quartiers parce que les armées aujourd'hui sont squelettiques et donc on ne pourra pas aller. Donc qui en prendra la responsabilité? Après, Emmanuel de Richoux, ici devant vous, il a une 3e voie j'essaie de faire partager et j'espère vous faire partager un petit peu ma vision des choses. C'est espoir qui est une vision qui est née de l'espoir parce que je vois les jeunes, j'en ai encore vu, je vous dis encore, j'ai vu 60 jeunes avant-hier, il y avait 3 jours, pour justement les mettre sur les rails de permis sport emploi. Et je vois des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'en sortir, qui veulent plus de la drogue, dans les quartiers pourris, issus des quartiers pourris. Donc je me dis, on peut faire quelque chose. Bien évidemment, ça ne peut être qu'un projet politique. C'est un projet politique, avec toujours l'idée qui en prendra les responsabilités. C'est un projet banlieue majeur et total. C'est comment faire. C'est recoller notre France fracassée. C'est comment reconquérir les quartiers et les cœurs. C'est quelque chose qui ne se fera pas en 24 heures. C'est quelque chose qui ne se fera pas pour le journal télévisé de demain 13h. C'est quelque chose qui se fera sur 25 ans. C'est sûr.
Alors, pour ça, ce projet politique, il y a un prérequis quand même. Et le prérequis, les hommes politiques comme Philippe de Villiers l'ont parfaitement décrit il y a quelque temps et régulièrement. Un, c'est l'immigration. Il faut arrêter l'immigration, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut à un moment donné stopper l'immigration pour pouvoir travailler sur les Français, les Français, tous les Français qui sont même issus de l'immigration, mais qui sont en attente. La deuxième chose, c'est avoir une justice qui réponde à la menace, qui réponde aux critères de terrorisme, de tout ce que vous voulez, de violence, mais qui réponde efficacement, qui en attend 3 mois, qu'on n'attende pas 4 mois avant d'avoir, comment dirais-je, une solution. Et puis c'est le courage et la volonté politique. Alors là aussi, je suis dubitatif pour l'instant. Donc les propositions, donc si vous voulez, j'ai fait un certain nombre de propositions dans ce deuxième ouvrage. J'ai essayé d'être très clair et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il faudrait faire. Les propositions, c'est quoi, comment, avec qui? Bien évidemment, cette affaire-là, une affaire de reconquête des quartiers et des cœurs, suppose que ce soit la France qui le fasse. Ce n'est pas les armées qui vont faire leur petit truc, ce n'est pas des sportifs, ce n'est pas des associations. Non, il faut réfléchir et avoir une vision globale, stratégique et globale. Alors pour ça, il faut organiser un changement de cap et marquer les esprits. Je pense que là, il y a 2 choses à faire. C'est un audit. La première chose, c'est pour montrer qu'on va changer les choses, c'est un audit général de la politique de la ville. Audit général de la politique de la ville. Qui fait quoi? Combien ça coûte? Combien sont-ils? Où sont-ils qu'ont-ils fait? Voilà. Audit général, 6 mois. Et on fait ça à fond. La deuxième chose, c'est la création d'un haut commissariat. Il me semble important qu'on n'ait non pas des politiques à la tête de la politique de la ville, mais un haut commissaire dont ça sera la mission, qui dépendra du Premier ministre et qui aura, j'allais dire, à la fois les entrées financières et puis la répartition ensuite des finances diverses et variées en direction des opérations sur le terrain. L'autre point qui me semble dans l'organisation, c'est pour arrêter la dispersion des responsabilités, où c'est à la fois les ministères, l'État, les régions, les départements, etc., on se situe à 3 niveaux. Le premier, c'est l'État, avec le haut-commissaire. Le deuxième, ce sont les régions économiques, parce que c'est là, dans les régions, où se fait tout. Se font tout, c'est-à-dire il y a l'économie, il y a les industries, les entreprises, etc. Et c'est là où on sait où sont les jeunes. Et puis, c'est les communes, c'est-à-dire que les maires, ils savent où sont leurs jeunes, leurs moins jeunes, etc. Ils savent faire. Donc, c'est ces 3 niveaux-là. Et puis, il faut une présence militaire, c'est-à-dire que il est important que, je vois, moi, comme ce que j'aurais à dire, c'est bien sûr, au niveau du haut commissariat, il faut qu'il y ait des militaires, des réservistes ou des militaires en 2e section comme moi, qui puissent donner leur avis sur un certain nombre de choses. Auprès de chacun des préfets de région, il faut qu'il y ait un militaire, parce que c'est lui qui va s'occuper, comme je l'ai fait, des différentes opérations. Il a la durée pour lui, etc. Et puis voilà, le 3e niveau, ça sera au niveau bas sur la formation des jeunes. Ça, c'est la phase amont. On fait ça. Après, qu'est-ce qu'on fait sur les quartiers les plus durs? Les quartiers les plus durs. Les quartiers les plus durs, ceux où on ne va plus. Et on n'y va plus pourquoi? Parce que la police ne tient pas le terrain. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la police n'ira jamais dans les quartiers et n'y restera jamais. Elle ira faire un coup de main avec la BAC pendant 2-3 jours. On enverra un escadron de gendarmerie ou une compagnie de CRS. Mais au bout de 24 heures, ils partent parce qu'ils sont rappelés ailleurs, etc. Donc ils ne tiennent pas le terrain. Ne tenant pas le terrain, et les jeunes comme les moins jeunes étant, j'allais dire, les policiers sont une cible privilégiée pour les jeunes qui ne peuvent plus voir la police. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a quand même des heurts très, très, très violents. Alors, pour les quartiers les plus durs, moi je préconise une expérimentation sur 4 ou 5 quartiers choisis. 4 ou 5 quartiers choisis. Et là, on fait une sécurisation générale avec les armées. Sécurisation générale. Donc on met une compagnie, par exemple, sur un quartier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un quartier? Ça peut être des tours, ça peut être 2000 habitants, ça peut être 1500, ça peut être 500, ça peut être des villas, etc. Donc, le quartier, on connaît ça par cœur. Toute la police, tout le monde est parfaitement au courant. On fait une sécurisation, c'est-à-dire qu'on met en place, on positionne une compagnie, 150 hommes, avec tout le rappel d'Imanta pendant X temps.
Deuxième chose, c'est important pour libérer les populations prises en otage et revenir à la vie normale. Donc, pour réussir auprès de cette population, il y a deux choses à faire. C'est deux démarches concomitantes d'investigation. On fait un audit sécuritaire. L'audit sécuritaire, c'est on rassemble les gens au fur et à mesure, on les appelle, on sait qui sont. Vous savez, maintenant avec les ordinateurs, on a tout, donc on sait tout ça. Et puis on a une équipe formée de douaniers, des impôts, de la police, de la justice, voilà, tout ce petit monde dit monsieur, vous avez le RSA, mais vous avez 3 Ferrari dans votre garage, comment ça se fait? Vous, monsieur, vous avez eu un trafic de drogue, là, etc., mais vous n'avez pas fait de tôle, vous n'avez pas été en prison, pourquoi? Etc. Et on fait un audit complet. Et à ce moment-là, on a une traçabilité importante. Et parallèlement à ça, c'est très important, on fait un audit social. C'est-à-dire qu'on fait un audit social pour tirer un bilan professionnel. Votre fils est sorti de l'école à 14 ans, pourquoi? Et pourquoi il va falloir qu'il y retourne? Monsieur, vous avez quitté votre emploi, on vous a préparé les missions locales, vous ont donné 3 emplois consécutifs, vous avez refusé, pourquoi? Monsieur, vous avez tel critère, telle comment dirais-je, capacité, eh bien, on va vous trouver un emploi, etc. Et donc, à partir de ces deux audits, ça me semble très important, avec ces équipes dédiées, parce qu'on va pouvoir faire un audit complet et redonner confiance à la population. Et pour ça, on agira tout de suite dans 4 domaines. Localement, je m'entends localement puisqu'on est sur les 5 sites. La première, c'est l'éducation, la scolarisation. Il faut impérativement que les jeunes comme les moins jeunes retournent à l'école. Je ne comprends pas la raison pour laquelle les nouveaux arrivés ou les nouveaux arrivants n'apprennent pas le français. Voilà, ou l'apprennent comme ça, quoi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que il s'avère que les jeunes, quand ils quittent l'école à 14 ans, les parents ne comprennent pas forcément le français, ne savent pas ce qui se passe. Or, quand vous-même, même si vous n'êtes pas brillant, vous parlez le français, vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez discuter avec les professeurs et puis suivre votre enfant. La deuxième chose que l'on fait, c'est la remise à niveau de l'environnement urbain. Ça prendra un certain temps. Vous ne pouvez pas vivre, on ne peut pas continuer à vivre au milieu des voitures calcinées, les abribus détériorés, les cages escaliers fracassées, etc., etc. Il faut véritablement remettre à niveau l'environnement urbain avec la population locale. C'est simple, ça. C'est pas très compliqué. C'est la sécurisation et la responsabilisation du public. C'est-à-dire que le public, il faut le mettre en face de ses responsabilités. Et je dois dire qu'ils sont prêts. Bref, c'est retour à la vie normale. Et parallèlement à ça, c'est faciliter le retour d'un ancrage policier permanent. Donc, on a une sécurisation faite par les militaires. À l'intérieur de cette sécurisation, on a des audits. À partir de ces audits, on lance tout de suite des actions fortes sur le terrain local. Là, j'ai pas là, mais j'ai fait ça et c'est plus ou moins voilà. Et donc, pour ces quartiers les plus durs, c'est l'instauration d'un nouveau contrat social. Ça me semble très important. C'est du donnant-donnant suite aux audits. Donc, on structure les filières dédiées. Aujourd'hui, je vois qu'à Nîmes, où je suis, il y a 100 entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre. Il y a pas Pôle emploi, maintenant ça s'appelle France Travail. 2000 jeunes. Ils ont 2000 jeunes dans leur escarcelle qui cherchent du boulot. 2000 jeunes qui sont sur l'escarcelle. Ils m'en ont pas envoyé un. 2000. Alors, les entreprises cherchent du boulot, elles cherchent de la main-d'œuvre, elles ne trouvent rien. À côté de ça, il y a 2000 jeunes qui sont là, qui ne font rien. C'est un peu curieux. Donc, il faut vraiment structurer les cursus et filières dédiées. C'est orienter chacun en fonction de ses capacités, ça va de soi. Assurer un suivi, bien évidemment, ce qu'on ne fait pas. Et puis, contrôler, bien sûr, coût, efficacité. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors tout ça, c'est bien joli, ça coûte cher. Non, c'est bien joli, c'est-à-dire qu'on s'implique dans la durée. Cette affaire-là doit prendre entre 12 et 15 mois. 12 et 15 mois, vous remettrez les gens au travail, les quartiers retrouveront une paix, seront à nouveau pacifiés. Les armées ne resteront pas 15 mois, bien évidemment, mais elles resteront ne serait-ce que 2-3 mois. Ça suffira et vous verrez que ça se passera très bien. Comme me disait l'autre jour un jeune, mon général, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des militaires dans les quartiers? Parce que nous, s'il y a des militaires dans les quartiers, il n'y aura plus de trafic de drogue, ça sera fini, parce qu'à la fois, on les respecte et on a peur. Voilà. C'est 18 ans, un mec qui arrive des quartiers de Nîmes, qui me disait ça l'autre jour, pas pour me faire plaisir, hein. Il me disait ça comme ça.
Donc il s'agit d'une action d'une durée de 15 mois, avec 6 mois non-stop. C'est-à-dire que pendant 6 mois, alors vous me direz, ça va être compliqué, pas peut-être, mais c'est une guerre qu'on mène. Hein. Pendant 6 mois, il faut que tout soit ouvert. Les profs soient là en permanence, les militaires, les policiers, l'épicerie se réinstalle et est ouverte nuit et jour, les salles de sport, pour montrer que la rue appartient à celui qui descend, c'est-à-dire que c'est l'autorité de l'État qui redescend, qui revient. C'est véritablement redonner confiance et faire acquérir un sentiment d'appartenance. Je sais d'expérience que les gens ont besoin de sentir l'autorité et l'autorité de l'État. Donc c'est très important de retrouver dans le temps ça. Et puis, bien évidemment, il s'agit de replacer l'église au milieu du village, c'est-à-dire mettre en place des policiers, rouvrir des commissariats de police qui soient ouverts jour et nuit, au moins pendant 6 mois, et puis avoir des policiers qui ne soient pas des policiers nouvellement frais et moulus qu'on envoie au casse-pipe dans les quartiers pourris, mais mettre des vieux Chibani qui sauront parler aux jeunes et véritablement avoir une police de proximité digne de ce nom. Alors, voilà, c'est un petit peu comment dirais-je, le plan que j'ai fait avec mon Kevin là, sur le dernier livre. Vis-à-vis de l'Europe, bien évidemment, vous comprenez qu'il faut agir sur le cadre institutionnel, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que tout le monde parle mieux que moi et il l'a fait, en disant voilà, il faut retrouver une souveraineté juridique de manière véritablement qu'on puisse travailler, quoi. Reprendre les contrôles à nos frontières, c'est Schengen et à revoir. Et puis suspendre les conventions avec les institutions supranationales qui nous limitent sur les sujets régaliens. Voilà. Mais comme d'habitude, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et donc, si il s'agit là, on a perdu une bataille. Je pense qu'on a perdu la bataille des quartiers pour l'instant, mais il faut qu'on gagne la guerre de la France, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut y aller. C'est mon avis. Mais les armées ne feront pas ça tout seules, la police ne fera pas ça toute seule. C'est véritablement une coordination, voire une coalition d'ensemble pendant un certain délai. Je reviens sur l'homme qui était remarquable, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Kevin. Je l'ai rencontré le 14 décembre après-midi, longuement à Villepinte, dans le 93. Il était menacé depuis un certain nombre de mois. On avait pourtant écrit ensemble les trucs. Et le 15, il a été poignardé. Et là, il est entre la vie et la mort. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que quand les gens croient en quelque chose, essaient de faire changer les choses dans les quartiers, etc., eh bien, ils sont menacés, et salement menacés. Et lui il a été détruit, je pense, pour un certain temps. Voilà, j'ai essayé d'être assez bref, concis, et j'espère que vous avez compris ma démarche et notre démarche. Et maintenant, je me livre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.